Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cult & Click. Pour cette fois, vous parlez du dernier épisode de Game of Thrones, l'épisode 7 qui s'appelle The Broken Man. Et pour ce faire, je suis évidemment, comme tout le temps et avec grand plaisir, avec Big B et Kerr. Salut messieurs. Salut. Le Broken Man, c'est lui. Non, bien, c'est pas moi. C'est pas toi le Broken Man ? Non, je suis mal coiffé, mais pas broken ailleurs. Alors ça va, du coup, écoute, si tu n'es pas cassé, je vais en profiter pour déjà te demander ton avis global sur cet épisode 7 de Game of Thrones. Eh ben, je l'ai trouvé très intéressant avec tout un arc sur l'ami le limier qui était une vraie bouffée d'air frais, je trouve, et qui a été mené de main de maître, notamment par Ian McShane, qui n'aura duré qu'un épisode malheureusement, mais quel second rôle. Et puis le plaisir de voyager chez les Seigneurs du Nord. Moi, ça m'a fait plaisir de voir les Mormons, de voir les Glover, de voir que Jon était vraiment dans le fond du fond. Et puis, il y a cette interrogation sur Arya. Et puis, c'est l'épisode de la défaite de Cersei. Même si il y aura encore après, à mon avis, de belles surprises. Ne l'enterrons pas tout de suite, mais un épisode que beaucoup vont qualifier de transition, mais nécessaire et très agréable. Et toi, Big B ? Moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Effectivement, c'était pas un épisode où il se passait des trucs de ouf. Où ils nous ont téléchargé des informations importantes, le fait que le limier était toujours vivant, etc. Et à côté de ça, il y a vraiment eu un énorme travail sur l'image, je pense, de cet épisode. Là, il y a eu on sent qu'il y a eu vraiment une volonté beaucoup plus esthétisante dans ce Game of Thrones que d'habitude. Il y avait des plans qui n'étaient là que pour faire de l'esthétisme, ce qui est quasi jamais arrivé dans Game of Thrones. À chaque fois, un plan, c'est pour montrer quelque chose, c'est un plan utile, etc. Tu parles en gros des plans de contemplation qui ont été rajoutés et qui n'existaient pas forcément dans... Ouais. Tout à fait. À la The Revenant, en fait. Game of Thrones se met à la mode The Revenant. Ah, je suis pas sûr. Ou The Revenant s'est mis à Game of Thrones. Ouais, je sais pas. Et l'autre truc, c'est les talons. Donc, non seulement l'image est plus belle, moi j'ai quand même un petit doute qu'ils n'ont pas carrément changé de caméra parce qu'on sent qu'il y a un travail sur l'image a posteriori qui est beaucoup plus poussé. Ce qui serait possible s'ils avaient changé de caméra, et des images beaucoup plus pétantes, beaucoup plus chaudes, ouais. Ce qui était quelque chose de rare. Enfin, quand je dis plus chaude, le sud est plus chaud, le nord est beaucoup plus bleu, la neige est presque bleutée, mais en tout cas, il y a eu un beaucoup plus gros travail. C'est un petit peu bizarre de sauter d'un épisode de faire un Game of Thrones normal et de sauter à un épisode où d'un seul coup, c'est beaucoup plus lyrique en termes de couleurs. Mais moi je mise, ce qu'on se disait avant à l'antenne, ouais. C'est que moi je mise sur le fait que c'est juste du zèle de l'équipe technique et pas forcément un choix, mais bon, ça on le verra pour l'épisode prochain. En tout cas, beaucoup plus beau visuellement, et puis je sais pas, plus les histoires m'ont plu, le limier c'était relativement lent, mais moi ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai voyagé avec cet épisode vraiment. Ouais, du coup je suis complètement d'accord avec vos deux avis. Épisode assez intéressant, même très intéressant. Moi par contre pour le coup je le qualifierais vraiment de transition, où encore une fois là c'est plus on avance les pions, maintenant on cherche qui va entourer les pions avec nous, et c'était plutôt intéressant, et je veux revenir aussi sur ce que tu disais sur l'esthétique de cet épisode. Je trouve que ça se voit dès le premier plan, où je me suis carrément demandé si je m'étais pas planté de série ou planté d'épisode, enfin non, plutôt de série d'ailleurs, parce que je me suis dit mais c'est pas Game of Thrones là que j'ai mis, c'est vraiment beaucoup plus fluide. Mais même les mouvements de caméra, la réalisation avait l'air d'avoir changé, ces espèces de travelling très smooth, un peu genre comme si c'était fait à la Steadicam qui avançait avant qu'on découvre le limier. Ouais, je me suis plein de fois, et ça m'a un peu, bizarrement moi ça m'a un peu perturbé pendant l'épisode. Je me demandais pourquoi ils avaient fait ça en plein milieu d'une saison. Et c'est aussi un des très très rares, si ce n'est j'ai pas le souvenir d'un épisode qui commence sans le générique. Oui, avec une le scène générique qui arrive après. Il le faisait beaucoup première saison, si je dis pas de bêtises, ou alors deuxième saison, mais en tout cas au début de Game of Thrones, ils faisaient des petites scènes pré-génériques, ce qu'ils avaient un peu abandonné, et puis là ils le refont, pourquoi pas. Donc du coup voilà, vous avez eu notre avis global. On va maintenant s'attarder sur chaque personne, chaque lieu, et on va commencer par le nord avec la petite balade de Sansa, Jon Snow et Sir Davos pour trouver des acolytes pour se battre avec eux face aux Bolton, et il commence par aller voir les Mormons. Qu'avez-vous pensé un peu de cette scène avec les Mormons? Tu te lances? Je me lance? Vas-y, lance-toi. Et du coup, si je fais rapide j'ai trouvé que Lyanna Mormont était excellente.
d'une manière générale, tu te dis putain, les Mormons, à chaque fois, ça donne des personnages super intéressants, que ce soit Jorah, le capitaine, l'ancien Lord Commander de la garde, et la petite. Par contre, voilà, ils sont un petit peu tout seuls dans leur petit slip avec leurs 62 personnes, mais pourquoi pas. En tout cas, la petite est un personnage de ouf. J'espère qu'on la reverra de temps en temps, même si du coup, elle aura moins de charisme, parce que va falloir, pour en imposer avec ses 62 hommes, va effectivement falloir qu'ils se battent à 1 contre 100. Et après, à côté de ça, les Glover, bon, j'ai trouvé ça mignon, mais sans plus d'intérêt. C'est plus pour nous dire, voilà, le Nord va être divisé entre ceux qui vont être intéressés et ceux qui ne le seront pas. Oui, excuse-moi. En fait, je viens de me rendre compte que l'actrice qui joue Lyanna Mormont, donc la petite, s'appelle en réalité Bella Ramsey, tout comme Ramsey Bolton. Crois-tu qu'il y a une coïncidence? Non, Moi, je pense qu'il n'y a aucune coïncidence. C'est peut-être une bâtarde. Oui. Voilà. Ouais, donc je disais, et donc aussi le dernier clan qu'on voit notamment Jon aller essayer de recruter. Donc, ce sont les Wildlings, les sauvageons. Et, oui, c'est vrai. Oui. Et alors là, moi, j'ai juste envie de dire que j'ai envie de donner mon Culting Clicks Award de rôle qui se limite à un seul mot au géant, parce qu'il n'a qu'un seul mot. Bah alors, quand il le dit, tout le monde ferme sa gueule. Snow. Ok, c'est bon, c'est merci. Alors on part tous en guerre, c'est fini. Tu sais que j'ai dû l'écouter plusieurs fois parce qu'au début, je croyais qu'il avait juste dit no. Et du coup, il se barrait. Non, on va pas te suivre. Non, voilà, donc c'est plutôt pas mal. Par contre, donc nos 3 amis, ils sont vraiment. Je pense qu'ils sont un peu esselés là. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'une armée qui viendrait, tu vois, pour les sauver un peu au hasard. Qui ça pourrait être? Je ne sais pas. Peut-être as-tu une idée? Eh ben, mon avis déjà sur les Mormons, je partage le même que toi. C'était très utile de le préciser. Sur les Sauvageons, j'ai trouvé que l'ami Dim d'Alba, qui est donc l'autre roux, hein, c'est pas. Il n'y a que des roux. Ouais. Et ben, je l'ai trouvé très dur parce que dans les faits, Jon les a vraiment sauvés. Il les a complètement sauvés. Alors c'est vrai qu'ils se sont affrontés et que Jon a tué beaucoup des Sauvageons. Mais ça, c'est à cause de ce que lui dit son bras droit, Yamato. Ceux qui ne connaissent pas Yamato peuvent pas comprendre. C'est un roux qui travaille dans l'équipe technique de Gaming Live. Mais d'une manière générale, moi j'ai justement une anecdote sur ça. Il se trouve que le syndicat des acteurs irlandais roux a envoyé une petite boîte de chocolat aux producteurs de Game of Thrones parce que plus de 90% des acteurs roux actuellement à Hollywood travaillent sur Game of Thrones. Donc voilà. Vous savez d'ailleurs qui est l'ange protecteur des roux? Mais là, on parle plus du tout de Game of Thrones, vous êtes conscient de ça? Oliver, parce que l'ange Oliver protège les roues. Voilà, je crois qu'on a éculé absolument toutes nos vannes sur les roues. Tu l'avais déjà fait dans l'émission, celle-là? C'est possible. Alors, moi, ce que j'ai trouvé très bien avec les Sauvageons, c'est que ce soit donc le géant Woon Woon qui se soit levé en premier, parce que on a vu 2 géants. Il y en a un qui a été tué par la garde de nuit, et puis on a vu lui. Alors il y en a d'autres, hein, bien sûr, mais c'est les 2 vraiment qui ont marqué la série. Et je me suis demandé si Woon Woon n'avait pas une sorte de respect pour Snow et les hommes en noir, du fait que justement ils aient réussi à zigouiller un des siens. Donc voilà. Mais tu m'as bien niqué, hein. Respect. Respect, hein. Moi, toute ma famille, tu les as tous butés, respect. Non. C'est un peu bizarre comme théorie, mais pourquoi pas. Mais voilà, moi, c'est ce que je me suis dit. Et puis, sinon, du côté des Glover, j'ai eu un peu de mal à comprendre parce que les Glover sont quand même des pro Stark, plus que pro Stark. Et là, Robert. C'est quoi plus que Stark? Eh ben, ils ont suivi. Enfin, le père de Glover avait clairement dit qu'il voulait prendre les armes et diriger Lost de Robb Stark, et là il se retourne contre les Stark. Alors c'est vrai qu'il dit que la famille Stark est finie, c'est vrai qu'apparemment les Bolton les ont sauvés des Ferney. Ouais, soit, et puis c'est pas que ça, il explique aussi bien que en fait, pour eux, c'est Robb qui les a menés à leur perte, et ça, ils veulent pas. C'est ce qu'explique Glover. Hein. Pour lui, c'est à cause des Stark que c'est la merde comme ça. C'est à cause de Robb qui, au lieu de respecter, je sais pas comment expliquer ça. Au lieu de respecter le temps de guerre, c'est-à-dire essayer d'avoir des alliés en se mariant, notamment avec la Frey, il le dit. Hein, il est allé faire ce qu'il voulait. Du coup, ça les a menés à leur perte. Ouais, mais dans les faits, alors je sais pas s'il a essayé à respecter ça, et j'espère que je me trompe pas de famille. Je suis quasiment sûr que c'est les Glover. Robb
a tout fait pour que donc le chef des Glover soit libéré quand il était captif par les Lannister, et il a échangé contre un autre membre de la famille Lannister pour le libérer. Donc Robb n'a jamais abandonné les Glover. Donc alors là, bon, il retourne, j'ai envie de dire, c'est des tournes kazakhs. Mais après ça se comprend parce que les Bolton sont quand même en position de force. Mais bon, c'est un peu dommage parce que les Glover, si on regarde géographiquement, ils sont quand même dans un coin où les Bolton menacent pas trop, quoi. Parce qu'on a Winterfell ici, Fort Terror et tous les alliés des Bolton. Et en fait, l'île aux ours et puis Motte la forêt, c'est sur l'autre côte. Puis il y a l'île aux oiseaux aussi, ouais, l'île aux oiseaux, où il y a les licornes. Mais juste pour réagir, en fait, on est à l'épisode 7. On sait à peu près de manière précise qu'à l'épisode 9, ce sera la bataille entre tout ce petit monde. L'épisode, petite info, s'appelle la guerre des bâtards. Et donc nos amis, en fait, plus il va y avoir de gens indécis, plus il pourrait y avoir une troisième armée qui arrive, mais on ne sait pas vers qui ils vont se tourner. Tu vois, les différents seigneurs du Nord qui ont dit non. Est-ce que ils sont trop peu pour former une troisième armée? Non, mais en fait, ils sont 500 quoi. Ça, on ne sait pas parce qu'en fait, ils nous montrent 3 réunions qui sont supposées en montrer 50 parce que il dit on a plein de familles à aller voir. Non, en fait, j'ai regardé dans les seigneurs du Nord. Les Karstark, c'est fini. Ils sont avec les Bolton et ils détestent les Stark. Les Humber sont avec. En fait, c'est les grandes familles. Mais à un moment, ils disent tout l'ensemble des petites familles qui représentent... les clans de la montagne, les Flint et compagnie. Ouais, ils sont quand même petits. Hein. Il y a plus énormément... Comme il y a eu la guerre avec Robb là, en fait, ce que ça a l'air de partir sur... Il y a juste les sauvageons et 62 mecs. Non, parce qu'il y a la lettre de Sansa. C'est ça, c'est la question, c'est à qui est destinée la lettre de Sansa. La lettre de Sansa, on le sait en fait à qui elle est destinée, parce que c'est la lettre que reçoit dans la preview, mais on en parlera dans la prochaine vidéo, que reçoit Blackfish. Donc, ou en tout cas, non, ça c'est la lettre que lui donne Brienne. Oui, mais c'est pas la même. Bah non. Non, tu sais, on la voit un moment Brienne... signée carrément. Oui, mais pour moi, c'était la même lettre qu'on voyait dans les deux. Ah non, c'est pas possible. Je sais pas. Au niveau timing, le coursier est hyper vénère. Bah, Brienne se casse, elle fait. Je sais pas. Mais elle est partie déjà. Elle est partie il y a 2 épisodes. L'épisode d'avant. C'est rapide un corbeau. Moi je pense que c'est un autre destinataire. Si c'est un autre destinataire, moi je vois que notre ami Littlefinger. Alors est-ce qu'elle s'excuse auprès de Littlefinger? Non, elle lui ordonne de venir. Oui, mais enfin c'est sa manière de s'excuser après lui avoir mis un taquet dans la dernière fois qu'on l'a vu. Est-ce qu'elle fait appel au Fernet? Ce qui serait surprenant parce que les Fernet et les Seigneurs du Nord, ils s'aiment pas tellement. Et surtout ils viennent de prendre le... Enfin tu vois, il y a pas très longtemps, ils avaient pris Winterfell. Ce serait... j'y crois pas beaucoup. Ouais, mais vu qu'elle a pardonné Théon... Après, il y a une autre possibilité, c'est que Sansa s'entendait très bien avec les Tyrell, Margaery et Olenna. Est-ce qu'elle a pas envoyé une demande aux Tyrell en misant sur le fait que Lannister et Tyrell ne s'aiment pas trop, même s'ils sont alliés? Du coup, vu que tu parles des Tyrell, est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter sur Sansa, Jon et Sir Davos? Alors en fait, on va pas parler de Sansa dans la vidéo preview tout à l'heure parce que si je ne me trompe pas, elle n'y apparaît pas. Et en fait, on n'a pas parlé des théories sur le fait qu'elle serait enceinte de Ramsay sur les dernières vidéos. Et du coup, je pense que c'est pas mal de faire juste un petit point. Donc, il y a plusieurs photos de tournage où on voit Sansa en robe pour... en fait, les prochains épisodes, et on voit qu'elle a une petite bedaine. Donc, soit bien le fait d'avoir dans la vie. Non, c'est pas le cas. Mais effectivement, soit ils se font trop de méchouis pendant les différentes balades. Vu les réserves à Château Noir, c'est pas possible. Ou alors, deuxième option, elle est enceinte de Ramsay. Ouais. Ce qui, moi, je trouverais ça plutôt intéressant. Et surtout, ça donnerait en fait la légitimité que si Ramsay est tué, Sansa est à la fois la personne qui rallie les Stark et à la fois les Bolton, de manière légitime, en tant que Warden of the North. Ouais. Non, c'est vrai. Mais d'ailleurs, ce qui voudrait dire que, pardon, excuse-moi, mais c'est juste que ça voudrait dire que même ceux qui soutiennent Ramsay pourraient voir en elle une possibilité d'avoir des Bolton, mais sans être sous le joug du fou, du bâtard fou. Mais surtout que si son enfant naît, il s'appellera Bolton. Ouais, complètement. Donc ça peut être les Bolton au pouvoir. Mais surtout, cette théorie est sortie suite, alors plus que la petite bedaine qu'on a pu voir sur les photos,
c'est surtout suite au dialogue qu'elle a eu avec Littlefinger dans un épisode précédent, où justement elle a cette phrase, alors je sais plus la phrase exacte, mais elle parle de la douleur que lui a fait subir Ramsay, où elle explique que cette douleur n'est pas visible à l'œil, que ne c'est pas dans sa chair, machin, et que c'est au plus profond d'elle-même. Et c'était après ce dialogue-là que les théories sont sorties. Moi, j'apprécie plutôt cette théorie. Effectivement, comme toi, Kerr, est-ce que tu veux en parler ? Ça a commencé avec la bouffe aussi, parce que quand elle parle avec Jon ou quand elle est avec Tormund et compagnie, elle mange pas. Ouais. Mais aussi une possibilité. Moi, je trouverais ça triste pour Sansa, outre le fait d'avoir subi tout ce qu'elle a subi, tout ce que Martine lui a fait subir avec Joffrey, plus le viol de Ramsay, en plus être enceinte. Et ce qui veut dire que dans tous les cas, si on a raison sur Jon qui est très targaryen, ça veut dire que la famille Stark est définitivement disparue. Ah oui. À part si non, Bran ne fera pas d'enfant. À part si Rickon survit. Ouais, Rickon il n'est pas encore mort. Sansa, elle peut avoir des enfants. Elle n'est pas obligée de s'arrêter au Bolton. Oui, mais elle n'aura pas d'enfant avec un Stark. Il faut qu'elle ait un enfant avec quelqu'un qui ne la reconnaisse pas et tout, donc c'est encore plus la merde. Ou avec ses frères et sœurs. Et puis elle n'aura pas un enfant, voilà, elle n'aura pas d'enfant avec un Stark. Il n'est pas mort, Bran, il peut avoir des gosses. Sauf s'il devient la corneille. Franchement, est-ce que... Les oiseaux ont des oisillons. Le truc, c'est que... Enfin, je suis désolé, mais une fille... Tu vois, si tu lui dis, voilà, ça va toi, comment ça va, et tout, je te trouve super mimi, et elle te répond, ouais, t'es mimi, mais c'est quoi ta situation sociale et financière ? Bah en fait, je suis la corneille, je me plante dans un arbre pendant 1000 ans, j'ai des racines qui poussent et tout. L'effet sexiness, je suis désolé, mais je pense que le premier rendez-vous, tu galères. Bah, sur le Tinder de Westeros, ça doit valoir pas mal. Vis dans les rochers. Mais les hommes de la nature, les hommes qui aiment jardiner, c'est coté, hein. Faut pas croire. Donc après le nord, on va passer au sud, du nord on au va sud. passer par Port-Réal, on peut s'arrêter à Port-Réal. Exactement, c'est justement à Port-Réal que je pensais. Trop dans le sud. Ah ouais, tu veux pas aller direct dans le sud, tu veux passer à Vivseg. Allez, passons à Vivseg. Il y a les limiers aussi. Ah oui, puis mais le limier, c'est au niveau des jumeaux, donc, je crois. Vivseg, que s'appelle-t-il ? Allez, passons à Vivseg. Vivseg, là où se trouve le Silure Blackfish, qui a repris son château. Les frais sont là. Ils ont fait un siège apparemment lamentable, d'après Jaime et Bronn, qui viennent justement de les rejoindre pour les aider à mettre en place ce petit siège et récupérer le château qui, normalement, appartient aux frais. C'est ça, le château appartient aux frais, si je dis. Non, il appartient à qui à la base ? Il appartient aux Tully. Aux Tully, les frais l'ont récupéré. Voilà, non, mais c'est ça que je voulais dire. Et ils se le sont fait reprendre. Qui, du coup, est-ce que Jaime dit, le château n'est plus à vous, il appartient aux frais. Bref, qu'est-ce que vous avez pensé ? Et donc, alors, Jaime va pas dire le château appartient aux Tully. Jaime dit le château appartient aux frais. Exactement. Et c'est un de mes moments préférés dans le livre. J'étais un petit peu déçu dans la série. Ça se passe pas de la même façon. Edmure s'en sort bien. T'avais lu la fanfic où ils s'embrassaient ? Non, pas du tout. Je trouve en fait que dans cet épisode, c'est là où on voit que la série veut vraiment changer par rapport à l'œuvre. Le personnage principal dans cette scène, c'est le Silure qui va devenir un allié essentiel de Jon et Sansa. Et dans le bouquin, cette scène-là, le personnage principal et essentiel, c'est Jaime. Donc ça change tout dans la manière de le traiter. Jaime se prend un bon taquet. Que ce soit par Bronn qui lui dit non mais arrête avec tes conneries de les Lannister payent toujours leurs dettes, et puis en plus t'as qu'une main, donc moi je parie sur le vieux, et ensuite par le Silure. Ceci étant dit, je reste assez surpris de voir à quel point les frais sont dépeints dans la série comme des gros blaireaux. Alors ça fait plaisir, hein, parce qu'on les déteste tous, mais est-ce que la série ne fait pas ça justement parce qu'on les déteste tous ? Parce que les frais, dans les faits, c'est pas tant des blaireaux que ça. C'est des blaireaux, mais pas à ce niveau-là. C'est quoi, c'est niveau Renault, Mégane ou Laguna ? Et puis même leur accoutrement est assez ridicule. Ah ouais, mais complètement. Tout est fait pour les rendre ridicules. Leur siège, alors que dans les faits, ils ont quand même réussi. Dans les frais, ils ont quand même réussi à massacrer tout le monde aux Noces Pourpres, alors qu'ils avaient invité des armées entières. Enfin, en tout cas des contingents, et ils ont défoncé absolument tout le monde sans que l'armée de Robb s'en rende compte, quoi. Il y avait les Bolton aussi pour les aider. Il y avait les Bolton, oui, étaient là, certes, mais il y avait aussi les Lannister. Mais, les Bolton ont une certaine connaissance dans le fait de triturer les gens. Les Lannister aussi, mais dans les faits, les frais sont pas si couillons qu'ils sont dépeints dans cette scène-là.
Moi, j'ai juste rajouté un petit mot. J'ai trouvé le dialogue entre Blackfish et Jamie énorme. Et déjà, Edmure peut mourir, peut pas mourir. J'ai envie de dire, on s'en fout autant que ce que le Blackfish s'en fout. Alors, c'est le même acteur qui joue dans la série Outlander. Et franchement, après avoir vu la saison 1 entière de Outlander, j'ai qu'une envie, c'est qu'Edmure souffre énormément. En fait, mais vraiment énormément. C'était Brutus dans Rome. Enfin, de toutes les manières, il y a tout le temps le rôle. C'est vrai que c'était Brutus dans Rome, exact. Et c'est un personnage aussi dans Night Manager. Donc au final... C'est vrai que c'est un enfoiré également. À chaque fois, c'est une pute. Mais enfin, bref. Et juste, je tiens juste à préciser un truc. C'est le chef du MI6. C'est que Jamie, à chaque fois... Ah, c'est le même. Ouais. Attendez, je suis en train de me rendre compte que c'est le même acteur. C'est dans Night Manager là. Ouais. Et donc en fait, à chaque fois que Jamie, contredisez-moi si ce n'est pas vrai, mais à chaque fois que Jamie était en bataille, qu'il a mené une armée, pas qu'il a fait une escouade et qu'il a montré qu'il savait utiliser son épée, il a tout le temps perdu stratégiquement. Robb l'a défoncé, il s'est fait piéger. Il y a aucun moment où Jamie a montré le moindre savoir stratégique. Son père, Tywin, a mené tant bien que mal les trucs, mais Jamie, pour l'instant, a montré qu'en armée, non, il valait pas triper. Alors là, j'ai un contre-exemple parfait. Cersei lui a demandé de ramener sa fille. Il a ramené sa fille. Ouais. Bon, elle était morte, certes, mais il l'a ramenée quand même. Non, mais c'est vrai, Jamie n'a que une succession d'échecs. Et Lucille le dit d'ailleurs. Ou son Arya ou son Sansa, tu avais promis que tu les ramènerais. Ça, c'est énorme. Mais le truc, c'est vraiment à chaque fois, c'est des échecs critiques, quoi. C'est si on était dans un jeu de rôle, tu sais, Donjons et Dragons, il envoie le dé, il fait tout le temps des 1, le mec s'auto-tue à chaque envoi de dé. C'était très, très jeu de rôle. Mais... Vas-y. Non, mais c'est juste pour dire que, vu comment, ce serait très étonnant et anormal si Jamie faisait quelque chose de bien pendant ce siège. Ouais, c'est pas faux. Moi, je pense que vous avez à peu près tout dit sur cette petite scène. Je rajouterai juste parce que j'ai notamment sur les premiers épisodes critiqué l'humour qu'essayait d'ajouter Game of Thrones dans cette saison. Pour le coup, là, justement, sur cette scène, je le trouve réussi car on a parlé, donc ce que dit Bronn à Jamie. Pourquoi cette fois je le trouve réussi? Parce que je trouve que ça sert l'histoire et le propos, notamment sur la baffe que met Jamie à un des frères Frey. Je trouve que c'est utile dans le fond du propos, voilà. Donc good job, c'était plutôt réussi. Vous voulez aller voir qui maintenant? Est-ce qu'on passe voir le limier ou Port-Réal? Oui, le limier avant d'arriver à vous parler. Vas-y, allons au limier. Allez, allons au limier. Donc on découvre le limier au début sur un plan qui marche dans l'herbe avec des petits pieds, plan sur lequel j'avais dit à Kerr, mais dis pas de conneries, c'est pas du tout les pieds du limier. Mais c'est pas ce plan-là, celui du preview, c'est le plan final. C'est le plan de fin, ouais, où ils sont tous décédés. Et j'avais raison d'ailleurs. Bah oui. C'est pour ça que je le précise. Voilà, donc on retrouve le limier qui s'est fait secourir par un grand septon. Grand septon, apparemment, qui est un homme repenti. Qui s'appelle Ray. Ouais. Et qui s'appellerait, eh bien, même question que pour les autres. C'est qui les parents de Ray? Eh ben, c'est pas cette même vidéo. Interprété par Ian McShane, qui est l'immense Al Swearingen dans Deadwood, qui a joué également en Pirates des Caraïbes. C'est un immense acteur et qui nous a, je trouve, bien troll dans cette avant-saison 6, puisqu'il nous avait dit qu'il allait être un prêtre, qu'il allait ressusciter un personnage, alors que dans les faits, il ressuscite personne. Non, et puis ce que tu apprends surtout, tous les passages avec le limier, c'est que quand tu essayes de résoudre les choses par la non-violence, eh ben, tu crèves quelques heures après. Alors, moi, je l'ai vu comme ça, hein. Les gentils, ils crèvent, cherchent pas. Moi, j'ai quand même une grosse interrogation sur cette scène, que j'ai beaucoup aimée par ailleurs, qui sert juste à nous dire il est vivant, il revient, et attention, il n'est pas content. Mais qu'est-ce qu'il pouvait foutre de tout ce bois qu'il coupait? Alors moi j'ai autre chose à dire sur le... Parce que il a quand même découpé toute la forêt et à côté de ça l'église, et à côté de ça l'église n'a pas avancé entre le début de la scène et la fin. Sauf que le mec il a coupé la moitié de la forêt Amazonie. Je trouve que c'est pas très écolo. Donc point pouce vert vers le bas pour lui. Hein. Alors il y a un truc quand même sur cette scène, alors, je la trouve très belle et la relation entre Ian McShane et le limier est vraiment excellente. Les deux acteurs jouent très très bien, mais surtout pour moi le vrai problème c'est l'incohérence de la fin de la scène. C'est-à-dire que le limier est en train de couper du bois, il entend vaguement des hurlements
alors que tout le camp se fait littéralement massacrer, l'autre est pendu, il est déjà gris, limite en décomposition, il y a des rats qui lui sortent du bide, et en fait le limier a juste eu le temps de revenir. Donc j'aimerais que les bûcherons qui nous regardent m'expliquent comment un bûcheron qui n'a pas de bouette et pas de tracteur pour amener du bois, pourquoi est-ce qu'il va couper du bois aussi loin du camp? Et il va ramener les bûches comment? Enfin, moi je me suis posé cette question, c'est stupide. Il fait de jour à jour, donc c'est-à-dire au moment où il lui dit non mais reviens, il est trop tard. Et au moment où il arrive, il fait toujours jour. Donc il ne s'est pas passé plus de 2 heures. Mais pourtant, ils ont eu le temps de faire un sacré décor. Oui. Et puis il entend des hurlements tout de suite, il y va, il revient, la boucherie est finie, les mecs sont partis, et l'autre il est complètement blanc quoi. Complètement. En gros, pour conclure, on nous montre le limier, on nous apprend que le limier revient, exactement comme l'a dit Kerr. Il est vénère, et en gros, pour le limier, on verra la suite. C'est que ça. Est-ce qu'il va vraiment être vénère? Parce qu'il reprend la hache, peut-être qu'il va juste recouper du bois. Mais oui, il va être vénère, et il va peut-être être vénère contre les gens de Port-Réal. Tiens, Port-Réal, quelle transition. Donc Port-Réal, on n'y voit pas grand-chose à part Cersei et j'allais dire Margaery, mais non, mais grand-mère Tyrell, qui ont une discussion plutôt intéressante où Tyrell dit ses 4 vérités clairement à Cersei. Est-ce que ça fait réellement avancer l'histoire, ce que dit Oui, ça fait énormément avancer l'histoire, et t'as oublié une petite scène avant où on voit le grand moineau, le grand septon qui discute avec Margaery, qui lui fait comprendre. Oui. D'ailleurs, Margaery n'est plus en pyjama dégueulasse, en sac de patates. Non, elle a sa robe, alors beaucoup plus sobre qu'avant, mais elle a récupéré sa couronne. Donc ça, c'est quand même un signe très important, parce qu'elle est toujours avec le grand septon, mais elle est habillée comme une reine. Et lui, il lui fait comprendre que si Olenna Tyrell se barre pas très vite, et Mémé, elle va y passer. Oui. Et du coup, c'est vachement important comme info, parce que ça explique la suite. Alors le deuxième truc, moi j'ai trouvé que la première partie de son dialogue, moi j'ai trouvé ça extrêmement abusé. Où elle lui dit non mais j'ai pas trop envie de voir des relations sexuelles. Il lui dit mais t'es une femme, tu dois juste le faire, et c'est juste tu dois regarder le temps passer. C'est d'une misogynie et tout. C'est religieux, j'ai envie de dire. Ouais. Alors, franchement, soi-disant dans Game of Thrones, enfin bon, on s'en fout, mais j'allais dire, il y a le livre de la mère, le livre du père, tout le monde est censé être au même niveau et tout. J'ai trouvé que c'était c'était tellement nul, tu vois, de dire ça et tout, alors qu'il représente des valeurs et tout. Non, mais justement, je trouve qu'au contraire, ça montre encore plus ce côté extrémiste de ce grand septon-là. Ça, au contraire, il est à fond. Sûrement, il interprète mal les écrits religieux, et du coup, c'est pour ça il est à fond extrême. En fait, c'est juste un religieux extrême pour moi. Moi, je trouve que ça. Moi, je pense qu'il a besoin que Margaery ait un bébé pour asseoir un peu plus son pouvoir. Ah, mais il y a aussi ça, bien sûr. Il fait de la politique plus que François Hollande. Pour que le gamin soit baptisé par lui. Le mec est vraiment au taquet, quoi. Ouais. Bon, ensuite, donc il y a la scène avec Margaery et grand-mère Tyrell. Oui. Et alors le truc, c'est que moi, ma théorie, c'est que la pain-bêche nonne, elle la voit filer le papier. Moi, je pense pas. Mais parce qu'elle fait une tête de 2 km et elle regarde en direction du papier. J'ai mis au ralenti. Et en fait, tu vois que Marjorie le fait en mode non mais vas-y sauve-toi, je suis toujours de la famille. Mais la nonne derrière vraiment le check. Si c'est le cas, ça sous-entendrait que dans 1 ou 2 épisodes, Marjorie elle va prendre une sacrée baffe. Est-ce que Loras payerait pas pour ça? Non, je pense pas. Moi, je pense qu'elle l'a pas vu, et pourquoi est-ce qu'elle a donné ce papier, Margaery, pour sauver sa grand-mère? Mais c'est surtout pour lui faire comprendre qu'elle n'est pas dupe, qu'elle fait tout ça pour sauver Loras, et à mon avis, et ça explique la scène avec Cersei, elle fait tout ça pour défoncer les Lannister, parce qu'en éloignant Olenna Tyrell, elle éloigne Mace Tyrell, et elle éloigne l'armée des Tyrell. Là, les Lannister vont être complètement seuls à Port-Réal. Donc là, c'est un énorme coup de maître de Margaery de réussir à convaincre Olenna Tyrell de partir avec ce petit papier. Parce que là, Olenna, elle s'en va, et en plus, elle a compris que c'était la volonté de Margaery, et que c'était elle qui tenait vraiment le jeu entre ses mains, quoi. Complètement. Et pour finir à Port-Réal, du coup, cette scène entre Cersei et Olenna Tyrell, où, comme je l'ai dit juste avant, Olenna dit les 4 vérités à Cersei. Voilà, moi je trouve que ça nous a tous fait plaisir que Cersei s'en prenne plein la gueule. Maintenant, ce que dit Olenna, on l'a compris, je pense, depuis un petit moment, que les Lannister n'ont plus de pouvoir à Port-Réal. Tu le disais d'ailleurs dans beaucoup de vidéos sur Game of Thrones qu'on a fait. Est-ce que cette scène avait une réelle utilité? Parce qu'en
concrètement, on le sait tout ça en fait. On en reparlera dans la vidéo preview parce que justement on a l'impression que l'épisode suivant va beaucoup se porter sur Port-Royal, mais je pense que c'était pour nous faire une piqûre de rappel en disant ils sont au plus fond du plus fond. À mon avis, la série peut encore nous les amener encore plus bas, nos amis CRC, avant une potentielle surprise. Mais c'est juste pour vraiment dire voilà, tes ennemis te haïssent, tes amis te haïssent, et en fait c'est juste ça qu'elle lui rappelle. Et il y a tu es entouré de milliers de personnes qui te haïssent. Et cette scène, donc déjà je trouve qu'elle est très réussie, mais en plus elle remet les choses en place parce qu'on voit pas Cersei du tout le reste. Et ça permet du coup de faire la bascule pour l'épisode suivant. Et puis je pense aussi que c'est une manière de dire adieu à Olenna Tyrell avec une scène assez forte, parce que je suis pas certain qu'on la revoie dans la série. La deuxième armée de Westeros, je pense qu'on va la revoir à un moment. Pas forcément elle, ou en tout cas pas pendant un bon moment. Ok, du coup ça vous dit on passe à un autre endroit et on va commencer à se diriger vers Arya, mais tout d'abord on va passer là où sont Théon et sa sœur, c'est-à-dire à Volantis si je ne dis pas de bêtises. Voilà, est-ce que pareil, on les a vus pour les voir, maintenant on n'y apprend pas grand-chose, on le sait qu'ils vont voir Daenerys, mais ça on le savait. Il y a juste cette scène où la sœur de Théon lui dit soit tu te butes, soit tu remontes la pente, mais tu ne peux pas rester comme ça. Et ça, je pense que c'était une scène importante. Tu crois ? Ouais, je pense que c'est... Parce que Yara, à l'avant, montrait dans la série qu'elle était là pour son frère, même si au début il se tire les cheveux. Mais elle a quand même traversé tout le nord pour aller le récupérer à Fort-Terreur. Ouais. Elle a pas réussi. Elle sait que son frère a été mutilé. Elle sait que son frère a été détruit par Ramsay. Mais dans les faits, je pense vraiment que là, elle lui met un gros coup de taquet pour lui dire ressaisis-toi, sinon je te jette à l'eau, quoi. Et en ça pourrait expliquer pourquoi dans les épisodes suivants, Théon va être beaucoup plus présent, quoi. Par contre, Alfie Allen, le mec Broken, parce que ça peut être aussi lui un Broken Man, qu'est-ce qu'il le joue bien, quoi. Oui. Je trouve vraiment excellent. Mais de base, de toute façon, dans cet épisode, mais même dans tout The Game of Thrones, les acteurs sont absolument bons. géniaux, les seconds rôles comme les principaux. Moi, j'ai juste deux petites remarques sur cette scène. La première, c'est que, j'ai envie de dire, dans Game of Thrones, il faut déposer ses idées. Parce que Euron Greyjoy, il dit moi, mon idée de ouf pour être roi, c'est d'aller voir Daenerys et d'amener mes bateaux. Bon, bah, d'accord. Donc là, c'est un vol caricaturé d'idées. Le deuxième truc, c'est que, en fait, moi, je le sens arriver gros comme une maison, que la sœur va mourir pour sauver Tion et que Tion va mourir pour se repentir de ce qu'il a fait au Stark. Alors je pense que ce sera pas avant une saison, mais je sens, mais vraiment, lui ça va être Jésus, hein. Ça va être le mec qui va se repentir par le décès. Il va donner sa vie pour sauver quelqu'un d'autre, exactement. Et on va évidemment finir par Arya. Arya ou pas Arya, j'ai envie de vous demander. Il y a de sacrées théories là-dessus. Donc, première scène, on la voit payer des gens pour pouvoir retourner à Westeros, avec une assurance qu'on ne connaissait pas chez Arya d'ailleurs, sa façon qu'elle a de parler à ses deux navigateurs. Et puis, elle se fait pas assassiner, mais elle se fait bien éventrer par Waif sur un pont. Elle saute à l'eau, et puis il y a cette petite scène dans la rue où elle est totalement affolée avec le ventre en sang. Des avis sur cette scène très surpris que les rues de Braavos soient comme le métro parisien. C'est-à-dire, il y a quelqu'un de blessé ou quelqu'un d'attaqué. Personne n'intervient. Ouais. Et sinon, je l'ai trouvé incroyablement sotte de laisser... je l'ai trouvé sotte, l'amie Arya, parce qu'elle se balade comme ça dans Braavos. Elle est traquée par Waif et peut-être par Jaqen et... elle s'en fout, elle se balade et tout. Et c'est vrai que cette scène m'a fait tiquer. Est-ce qu'on arrive tout de suite sur la théorie ou... Oui. Alors la théorie, c'est qu'en fait, ce ne serait pas Arya, mais Jaqen. Ouais. Et cette théorie tient énormément parce que moi, ce qui m'a fait tiquer, c'est la posture. Il y a une deuxième théorie aussi que j'aimerais énoncer. Ah bien, parce que c'est la posture d'Arya. Je ne l'ai jamais vue se tenir comme ça. Elle se met les mains derrière le dos. C'est comme si c'était un peu un grand seigneur. Et puis la manière dont elle parle au navigant. Bah, ça ressemblait un peu plus à Arya qui a de la gueule et tout. Mais la posture,
et le fait qu'elle se fasse planter comme ça assez bêtement, comme si elle attendait sur le pont en plus et qu'elle attendait Wave. Par contre, pour moi, ça n'a aucun sens. Pourquoi Jaqen voudrait sauver Arya? Pourquoi Jaqen voudrait se faire sacrifier alors que c'est Jaqen qui dirige Wave? Il aurait simplement suffi à Jaqen de dire à Wave eh ben non, tu la tues pas. Mon autre théorie, un autre truc. Alors, juste avant que tu passes à l'autre théorie, ce que j'ai lu par rapport à ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, Jaqen serait plutôt en train de tester Wave plus que de sauver Arya, parce qu'un sans-visage, il n'est pas censé trouver du plaisir au meurtre quand il tue les gens. Or là, qu'est-ce qu'on voit? Wave bute Arya et en est fier complètement. Est-ce que, voilà, j'ai lu ça, voilà, est-ce que ce serait pas pour surtout tester Wave plus que sauver Arya? Au passage, j'adore Wave. Vraiment, j'adore ce personnage. Et ta deuxième théorie? Eh ben, ma théorie, c'est... Alors là, par contre, ça serait vraiment l'ultra kiff. C'est bien Arya, elle va mourir, et Jaqen va prendre sa place. Et alors ça, je trouverais ça vraiment génial, que jusqu'à la fin de la série, ce soit Jaqen qui soit Arya, et qu'il s'installe aux côtés des Stark, de Jon et compagnie. Ça me ferait vraiment kiffer. Et j'en rajoute une troisième que j'ai pu lire, et pourquoi pas. Arya a donc sauvé une actrice, actrice qui du coup est dans une troupe et a plein de costumes et plein d'accessoires. Est-ce l'actrice ne l'aurait pas aidée en lui donnant des sortes de poches de sang, et parce qu'elle savait très bien qu'elle allait se faire chasser par Wave, et que du coup en fait ce ne serait pas le sang d'Arya, même si la lame fait cette taille et donc est plus grande qu'Arya, et donc si elle est plantée forcément tu traverses tout, mais voilà, c'est une autre théorie que j'ai pu lire, et pourquoi pas. Moi en fait ce qui me dérange dans ces trois théories, c'est que du coup, je ne comprends pas le plan d'elle qui marche dans la rue affolée. Si c'est ça. Si c'est Jaqen, je ne comprends pas. Non, ouais. Si c'est... voilà. C'est pour ça que j'ai du mal avec cette théorie. Alors, personnellement, on verra, mais moi, je crois à la simplicité de Arya. Elle a joué avec des forces qui sont beaucoup plus fortes que elle. Mais tu penses qu'elle se baladerait comme ça en plein jour? Non, c'est le truc qui est étrange, ça je suis d'accord avec vous. Après, on voit que quand elle donne des thunes, elle les a forcément volées ou il s'est passé un truc. Mais d'une manière générale, j'ai la sensation que là, on va surtout voir Arya qui va morfler pendant longtemps pour qu'au final, il la laisse partir. Et là, je pense qu'elle est partie pour être sur le chemin du Christ. J'en veux avec mes images sur Jésus depuis tout à l'heure, mais là, j'ai juste l'impression que c'est normal. On quitte pas le Dieu multiface sans qu'il se passe, tu vois, quelque chose de plutôt pas très sympathique. Et du coup, moi, j'ai vraiment l'impression qu'elle va prendre méga cher, qu'elle va avoir du mal à quitter Braavos, que ça va être la fin de saison, tu vois, ou genre l'épisode d'avant, mais vraiment toute fin de saison. Et enfin... Dernier épisode, elle va pouvoir se casser. Et elle aura passé une saison à... On ne sait pas pourquoi elle aurait été là, et au final, elle aura appris pas grand-chose. Complètement. Bon, en tout cas, c'est terminé, sauf si vous avez quelque chose à rajouter. Moi, j'ai juste un truc à rajouter. Je trouve dommage qu'on n'ait pas vu Ramsay depuis autant de temps, parce que c'est quand même... Tyrion, mec. Mais alors, là, moi, je parle de Ramsay parce que c'est censé être le grand méchant, et dans l'épisode 9, c'est la bataille. Je disais guerre tout à l'heure, mais non, le titre, c'est Bataille des bâtards. Ok, mais Ramsay, on l'a pas vu depuis un bail, et si on regarde bien, la dernière scène, c'est quand il tue... aidez-moi. Mais son ombre plane suffisamment sur la série pour qu'on n'ait pas besoin de le revoir. Ouais, mais je trouve ça un peu dommage. Osha, voilà, merci. Dorne, complètement disparu. Daenerys, bon, on l'a pas vu non plus. Je faisais le bilan de chaque instant. Non, c'est une chanson ça. Je faisais le bilan du parcours de Daenerys cette saison. Ça se résume à 6 ou 7 scènes. Alors il s'est passé des trucs, mais dans les faits, quand on prend chaque scène de chaque personnage, il n'y a pas beaucoup de personnes, on les voit vraiment pas beaucoup dans l'année, quoi. Ouais, et on les voit pas beaucoup avancer, c'est-à-dire que, enfin bon, ça après c'est une remarque, mais globalement, les aventures ont vraiment avancé beaucoup, avancé sur les 3 premiers épisodes, et là la qualité des épisodes est vraiment ouf, mais c'est vrai qu'on sent le freinage avant j'espère, de prendre l'élan sur les derniers, quoi. Complètement. Et du coup, c'est terminé pour cette analyse de l'épisode 7 de Game of Thrones. Vous nous retrouvez demain pour une nouvelle vidéo. Évidemment, n'hésitez pas à la partager et à mettre un petit pouce vers le haut. Ça nous aide énormément. Pareil si vous commentez. On vous rappelle qu'il y a évidemment le site cultandclick.com, toujours avec des articles mais fantastiques. Allez vous faire un avis par vous-même sur cultandclick.com. Et bien, à demain, messieurs. Ciao. Ciao.